La grande différence entre les États-Unis, l'Europe ou même la Chine, c'est que la Chine et l'Europe sont des pays vieillissants très vite, et donc ils n'ont pas le même problème que les États-Unis, qui pourront rembourser, indépendamment du fait qu'ils ont la planche à billets, qui pourront rembourser sur une croissance future portée par une population qui va augmenter de 50 millions, alors que chez nous elle va stagner, sauf flux migratoires importants, mais qui vont poser d'autres problèmes parce qu'on est mal préparé traditionnellement à accueillir des flux importants de façon. Les pays jeunes acceptent ça. Non, en France, on est actuellement dans une dynamique. En Europe, on est 1,5. Mais on est en Europe des 25. Ce qui est intéressant, notre marché, c'est le marché européen. En 95, mais ce qu'il faut bien voir, c'est les incertitudes démographiques gigantesques. En 95, on avait une vision extrêmement pessimiste, que ce soit l'ONU ou que ce soit l'Institut européen de l'évolution démographique jusqu'en 2050. Maintenant, ils ont monté ça à peu près 70 millions de gens. Pour l'Europe. Pour l'Europe dans son ensemble. Mais non, on est 1,6. Les enfants qui sont pas nés ne vont pas naître. L'époque. Et ce qui s'est passé en France peut très bien se passer ailleurs. Il n'y a aucune raison. C'est des changements de politique. Si en Italie, on mène la même politique, c'est une des meilleures relations qui existent. Pas du tout. Moi, j'ai fait le calcul. En France, la perte de naissance depuis 1975 en France, c'est l'équivalent de 2 fois les pertes de la guerre de 14. 18. Oui, 40% des femmes allemandes n'ont pas 40% des femmes allemandes diplômées de l'enseignement supérieur n'ont pas politique sociale. Taux de fécondité de 1,3. Il y a un point que je trouve c'est un effondrement. Oui, on va je voudrais juste revenir sur les facteurs de développement. Pour ma part, je suis convaincu qu'ils sont, comme on dit, endogènes, c'est-à-dire qu'ils dépendent des conditions internes des pays. Et que le fait d'avoir une rente, regardez les pays pétroliers par exemple, en ce moment j'ai une thèse qui est faite sur islam et développement. Bon, aucun des pays arabes qui ont le pétrole ne réussit un développement industriel. Ils vivent d'une rente. Et regardez la Tunisie par rapport à l'Algérie. Bon, la Tunisie a une croissance. Comment? La maladie hollandaise. Oui, c'est la maladie hollandaise, je ne sais pas qu'on l'appelait comme ça. Oui, c'est la maladie de la rente. Voilà, la maladie de la rente. La rente, souvent un handicap. Les Tunisiens, ils n'ont pas de pétrole, mais il y a un taux d'éducation très élevé, il y a une participation des femmes à la vie active très forte, et il y a un développement. Il y a un régime fort, mais mieux vaut un régime fort avec un développement, ça conduit à la démocratie, qu'un régime fort qui fait la dictature et qui pille les ressources naturelles. C'est ça l'histoire. La Tunisie n'est pas tout à fait. On vous attend quand même des questions économiques plus simples. Tout à fait légitime. C'est le problème de la lutte contre la pauvreté absolue dans le monde, ou relative ensuite. Et là, je voudrais quand même apporter un message, parce qu'on a dit, un point consensuel quand même, c'est que s'endetter pour investir et préparer l'avenir, c'est bien. Je crois qu'on est à peu près un consensus là-dessus. Bon, il y a des conditions respectées, il y a des problèmes de démocratie qui se posent, mais ce qu'il faut quand même dire, moi je me souviens de mon grand-père qui parlait de la belle époque. 1900. L'espérance de vie dans le monde, et en France en particulier, elle a augmenté de 44 ans depuis 1900. On connaît une belle époque sans précédent, avec une croissance sans précédent dans le monde entier. Alors il y a des imperfections à corriger, mais arrêtons de cultiver le misérabilisme, le méchant capitalisme, les multinationales, les banques. Non mais c'est un peu le discours que j'entends. Non mais j'ai entendu ça derrière ça un petit peu. Mais ils le font tout ça. Non mais non. Ce capitalisme, il a permis de sortir l'ensemble de l'humanité de la misère. Il va continuer. Je suis très d'accord avec cette analyse générationnelle qui dit qu'on est dans un système finalement avec des mécanismes de vieux. Et c'est vrai. Jacques Attali, à chaque fois, mais il le dit trop bas, vous entendez, il dit la dictature des vieux. Ouais, on est dans le pouvoir du gris. Pas si vous prenez les choses au niveau mondial. Et on est dans le pouvoir du gris. On a un jeune président pour l'instant. Et la Chine est un pays de vieux. Laissez finir, Flore, ma sœur. Et ce souffle de quelques grands patrons qui commencent à dire, moi je vais faire différemment. Alors on peut dire c'est du saupoudrage, mais moi je pense qu'effectivement on est dans un système où on est à la course au ratio, et si ces grands patrons commencent à tous moduler leur discours, peut-être qu'il va y avoir un effet de chaîne. Mais je pense qu'on a un changement de paradigme, et soit on en change, soit on reste dans ces débats-là de dette, pas dette, etc. Merci à tous, merci de nous avoir éclairés, un tant soit peu, sur ce nouvel ennemi public numéro 1, la dette. Je pense qu'on en reparlera dans cette émission. On se retrouve demain, comme d'habitude, à cause de la campagne électorale, on se retrouve à chaque fois après le soir 3. On écoute Ridan qui va nous chanter Ulysse. Ridan, c'est à vous. De mon petit village, fumait la cheminée, ayant quelle saison, mais quand reverrai-je? Quand reverrai-je? Oh, mais quand reverrai-je? Merci.